Justice Marie Garrett était une adolescente floridienne qui disparut mystérieusement après l'école. La police fut rapidement chargée de résoudre ce cas complexe, qui allait bientôt révéler des motifs glaçants et un scénario sinistre orchestré par des criminels impitoyables. La brutalité et la froideur avec lesquelles le tueur exécuta l'un des crimes les plus horribles de l'histoire du comté provoquèrent un véritable choc dans la communauté. Le vendredi 13 avril 2018, un jour qui resterait gravé dans les mémoires, marqua le début d'une tragédie qui forcerait les forces de l'ordre à travailler plus dur que jamais. À peine 3 semaines après ses 16 ans, Justice Garrett disparut. Ce jour-là, elle se préparait à aller à l'école, avec l'intention de passer du temps avec ses amis après les cours. Cependant, ce matin-là, Justice se leva en retard, manquant le bus scolaire habituel. Sa mère, Danielle, âgée de 37 ans, était occupée à préparer son plus jeune enfant pour la crèche et ne put aider sa fille aînée à se rendre à l'école. D'après Danielle, Justice partit seule, comme elle en avait l'habitude. Elle devait rentrer chez elle en bus scolaire, comme tous les jours. Mais lorsque l'heure arriva, elle ne revint pas. Au début, sa famille ne s'inquiéta pas. Justice avait de nombreux amis et passait souvent du temps chez eux après l'école. Il n'était pas rare qu'elle rentre plus tard que prévu. Mais au fil du temps, alors qu'elle ne revenait toujours pas, ses parents commencèrent à ressentir un malaise croissant. Ils n'étaient pas immédiatement inquiets, car ils savaient que Justice avait l'habitude de passer la nuit chez sa meilleure amie. Comme ils devaient tous les deux se lever tôt pour le travail, ils décidèrent de se coucher sans attendre son retour. Cependant, au matin, lorsque Danielle se réveilla et constata que Justice n'était toujours pas rentrée, son inquiétude grandit. Le lit de sa fille était vide, et elle ne parvenait pas à la joindre par téléphone. Elle appela immédiatement la police pour signaler sa disparition. Les autorités prirent l'affaire au sérieux et ouvrirent une enquête. Les détectives explorèrent différentes hypothèses sur le lieu où Justice pourrait être allée. Bien qu'ils aient l'habitude que des adolescents disparaissent puis reviennent après quelques jours, ce cas semblait différent. Danielle avait le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Sa fille n'avait contacté personne, ce qui nourrissait ses craintes les plus sombres. Contrairement aux cas habituels, la police ne se contenta pas d'attendre des nouvelles de la jeune disparue. Ils lancèrent immédiatement une opération de recherche. L'une des premières questions auxquelles les enquêteurs furent confrontés était de savoir si Justice s'était simplement enfuie. D'après les membres de sa famille, quelques changements notables dans le comportement de Justice avaient été observés au cours des derniers mois, des difficultés typiques que rencontrent beaucoup d'adolescents. La famille avait récemment déménagé dans la petite ville de Saranta, en Floride, un endroit de moins de 1000 habitants. Cette ville, réputée pour son climat doux et sa nature splendide, semblait pourtant désormais être le théâtre d'un drame inattendu. Justice avait changé d'établissement scolaire en milieu d'année, et en tant que lycéenne en dernière année, cela aurait pu être difficile à vivre pour elle. Il n'était pas rare que des adolescents dans une situation similaire se sentent dépassés, perdent pied et se réfugient dans leurs amitiés en période de crise. Justice aurait pu passer le week-end chez des amis après ses cours du vendredi. Cependant, sa mère, Danielle, refusa cette idée. Elle était fermement convaincue que Justice était trop responsable et mûre pour disparaître sans prévenir. Justice aidait souvent avec son jeune frère ou sa jeune sœur et n'avait jamais agi de façon impulsive. Elle n'avait aucune raison de fuguer, surtout lorsqu'elle rencontrait des problèmes. Elle était habituée à les affronter directement et discutait toujours des situations difficiles avec sa mère. De plus, tous les effets personnels de Justice étaient encore à la maison. Danielle insista donc sur le fait qu'il s'était passé quelque chose de grave et demanda que les recherches commencent immédiatement. Malgré les assurances des forces de l'ordre, l'anxiété de Danielle continuait de grandir. Elle savait que sa fille n'était pas le genre à fréquenter de mauvaises personnes ou à s'enfuir. Si Justice avait passé la nuit chez des amis, elle aurait appelé ses parents pour les prévenir. Mais son silence, ignorant appels et messages, y compris sur les réseaux sociaux, était complètement hors de son caractère. Justice était sociable, aimable, et n'utilisait aucune substance illicite. L'idée qu'elle parte soudainement sans en informer personne semblait inconcevable. Les policiers vérifièrent les bases de données pour tout antécédent criminel ou accident de circulation impliquant Justice et confirmèrent ce que Danielle avait dit. Aucun lien avec des activités criminelles et aucun accident. Les recherches commencèrent véritablement, les enquêteurs contactant ses amis et ses camarades de classe. Ils interrogèrent des dizaines de jeunes, ce qui provoqua une vague de rumeurs sur les réseaux sociaux.
Alors que les rumeurs sur la disparition de Justice Garrett se répandaient comme une traînée de poudre, certains prétendaient l'avoir vue dormir sur des tombes dans un cimetière, tandis que d'autres affirmaient qu'elle s'était enfuie pour vivre avec un petit ami secret. La plupart de ces informations étaient complètement fabriquées. Les adolescentes, poussées par le désir d'attirer l'attention et de devenir populaires, inventaient des histoires extravagantes pour se mettre au centre des préoccupations à l'école. En réalité, Justice n'avait aucun petit ami et n'avait jamais montré d'intérêt pour traîner dans les cimetières. Face à cette marée de rumeurs, un groupe de ses amis proches, véritablement préoccupés par son sort, commença à se dresser contre ses commérages. Elles s'efforcèrent de démystifier les histoires farfelues qui circulaient et à plusieurs reprises confrontèrent les principales sources de ces ragots. L'une d'entre elles fut même temporairement suspendue de l'école pendant l'enquête. Cette disparition perturbait non seulement la famille de Justice, mais secouait également toute la ville. La communauté était en émoi, et bien que nombreux soient ceux qui cherchaient activement à aider dans les recherches, aucun indice n'émergeait, malgré leurs efforts. Malgré ces difficultés, la police parvint à réduire la liste des suspects à un nombre raisonnable de personnes proches de Justice. Parmi elles se trouvaient ses amis les plus proches, qui furent immédiatement convoqués pour être interrogés. Les autorités espéraient qu'en les interrogeant, elles pourraient rapidement retrouver Justice, en vie et en bonne santé. Cependant, ce que l'enquête révéla changea radicalement le cours des événements. Après avoir interrogé toutes les personnes qui connaissaient Justice, amis, enseignants et camarades de classe, les enquêteurs découvrirent qu'elle n'était jamais arrivée à l'école ce vendredi-là. Cela signifiait qu'elle avait disparu plus tôt dans la matinée, peu après avoir quitté la maison. Les images de surveillance le long de son trajet et les données de géolocalisation de son téléphone confirmèrent qu'elle était bien partie pour l'école aux alentours de 7h25. Cependant, entre le moment où elle avait quitté la maison et l'heure estimée de son arrivée à l'école, il y avait un écart d'environ 30 minutes. Durant ce laps de temps, Justice avait totalement disparu. Que s'était-il passé pendant cette période? 4 jours après sa disparition, le 17 avril, un homme qui faisait son jogging matinal appela la police. Il avait remarqué une odeur désagréable et étrangère provenant du bord du sentier. Par curiosité, il se dirigea vers une zone boisée à proximité, où il fit une découverte qui allait bouleverser l'enquête à jamais. Après avoir couru quelques mètres, l'athlète tomba sur un corps humain. L'homme ne perdit pas de temps à enquêter ou à perturber les preuves sur la scène de crime. Il appela immédiatement les secours. Les policiers arrivèrent sur les lieux et découvrirent le corps d'une femme, montrant des signes de décomposition avancée. Il y avait quelques traces d'activité animale et les effets d'une météo chaude et humide. Cependant, la majeure partie des dégâts sur le corps semblaient être causés par l'exposition à une substance chimique. Les experts médico-légaux ont déterminé que la substance retrouvée sur le corps de la victime était probablement un produit chimique semblable à de l'eau de Javel, versé sur le corps dans une tentative évidente de dissimuler les preuves et les traces du crime. La victime n'a pas pu être immédiatement identifiée sur place. Une analyse en laboratoire était nécessaire, mais les enquêteurs soupçonnaient que le corps pourrait appartenir à Justice, cette jeune femme disparue qui faisait l'objet de recherches intensives. La partie supérieure de son corps était gravement défigurée par des brûlures chimiques, mais même dans cet état, il était évident que la jeune femme n'était pas morte de cause naturelle. Ce n'est qu'après avoir analysé son ADN que la police put confirmer l'identité de la victime en tant que Justice. Ses restes furent retrouvés dans une zone boisée près de DeLand, à environ une demi-heure de route de la ville de Saranta, où elle résidait. La partie supérieure de son corps était tellement décomposée qu'il ne restait plus que des os exposés, tandis que la moitié inférieure était en partie préservée grâce à son pantalon et ses chaussures. De plus, cette zone semblait avoir été moins exposée aux produits chimiques, épargnant ainsi la partie inférieure de son corps des brûlures graves. La cause exacte de la mort de Justice n'a pas pu être déterminée en raison de l'état de son corps, mais l'asphyxie semblait être la cause la plus probable. L'attaquant avait abaissé son pantalon jusqu'à ses chevilles et son sweatshirt avait été remonté jusqu'à son cou, suggérant la possibilité d'une agression sexuelle. Malheureusement, l'usage de l'eau de Javel avait détruit une grande partie des preuves, rendant cette hypothèse impossible à confirmer. Il était évident que la victime avait été frappée plusieurs fois au visage, comme en témoignaient les fractures multiples de son nez. La police a interrogé le coureur qui avait découvert le corps et alerté les secours. Il a fourni des informations précieuses.
D'après l'homme, lorsqu'il a couru près du corps le 16e jour, il a aperçu une autre personne à distance. D'après la silhouette et la posture, il semblait s'agir d'un homme. Cependant, le témoin n'a pas pu donner plus de détails, car l'attaquant s'est enfui dès qu'il a entendu les pas du coureur s'approcher. Le coureur trouva la réaction de l'inconnu étrange et en garda une note mentale, mais il n'a pas approché la scène ce jour-là. Il est revenu le lendemain et a découvert le corps. Après un test polygraphique et la confirmation de son alibi le jour de la disparition de Justice, le coureur a été disculpé de toute implication dans le crime. Afin de recueillir davantage d'informations, les détectives ont minutieusement examiné les images de surveillance de tous les lieux le long du parcours de Justice, en particulier près des arrêts de bus où elle aurait pu monter. Selon la mère de la victime, Justice s'était rendue seule à l'école. Cependant, la police a rapidement découvert que cette déclaration était fausse. En réalité, ce matin-là, Robert, le beau-père de Justice, avait accepté de la conduire à l'école. Il se rendait au travail en tant que charpentier et ouvrier, un emploi qu'il peinait récemment à maintenir, étant donné ses difficultés à obtenir un poste à plein temps. Les détectives étaient perplexes quant à la raison pour laquelle la mère de Justice avait menti sur la façon dont sa fille s'était rendue à l'école. Ils décidèrent donc de l'interroger plus en profondeur. Cette fois, elle changea de version et confirma que sa fille n'était pas partie seule. Robert avait bien conduit Justice à l'école dans sa voiture. La mère expliqua son premier mensonge en révélant que le permis de conduire de Robert avait été suspendu. Elle craignait qu'il fasse face à des conséquences juridiques si la police découvrait la vérité. À ce moment-là, l'espoir de retrouver Justice vivante restait intact, et la mère croyait que son petit mensonge n'entraverait pas la recherche de sa fille. Malheureusement, ce n'était pas la seule tromperie dans cette affaire, et l'enquête rencontra de nombreuses difficultés pour reconstituer les événements. Les détectives demandèrent ensuite les images de surveillance du parking de l'école, où Robert était censé avoir déposé Justice, si tant est qu'il l'ait réellement conduite. Un bus scolaire, qui transportait les élèves à l'école, s'arrêtait également dans cette zone, et Justice était censé l'avoir pris après avoir raté le passage de son beau-père. Curieusement, pendant la période exacte où les principaux acteurs de l'affaire auraient dû apparaître sur les caméras, une panne technique se produisit et les images n'avaient pas été enregistrées. En conséquence, il était impossible de déterminer si Robert avait bien déposé Justice à l'école. Cependant, des dizaines de témoins confirmèrent que Justice n'était jamais arrivée à l'école. Personne ne l'avait vue ce jour-là, ce qui soulevait des doutes quant à savoir si Robert s'était réellement rendu à l'école. Dans tous les cas, Robert était la dernière personne à avoir vu Justice vivante. En tant que partenaire de sa mère et beau-père de la jeune fille, il était le seul à savoir ce qui s'était réellement passé. Le 29 avril, Robert avoua qu'il n'avait jamais déposé Justice à l'école comme prévu. Au lieu de cela, à sa demande, il l'avait conduite dans une ville voisine et l'avait déposée à l'entrée de la ville pour qu'elle puisse rencontrer quelqu'un. Selon Robert, Justice lui avait supplié de faire cela. Il croyait que la personne qu'elle devait rencontrer était son petit ami, un garçon qu'elle voyait en secret, même de sa mère. Robert accepta sa demande, espérant ainsi améliorer sa relation avec Justice et gagner sa confiance. Robert admit qu'il ne lui avait jamais posé de questions sur les détails. Il venait récemment de commencer une relation avec sa mère, Danielle, et il voulait faire bonne impression auprès de Justice pour pouvoir continuer à voir Danielle. Il ne connaissait ni le nom de l'ami que Justice était censé rencontrer, ni aucun autre détail à son sujet. Justice lui avait assuré qu'elle irait à l'école toute seule et qu'elle comptait rentrer chez elle en bus. Robert se sentait donc confiant, pensant que tout allait bien. Il n'avait pas le temps de l'attendre, car il devait se rendre à son travail de manœuvre dans le comté de Volusia. Il ne s'était donc pas attardé, mais cette révélation stupéfia la police. Aucun des parents de Justice n'avait entendu parler de ce mystérieux personnage qu'elle était censée rencontrer. Ils craignaient qu'il ait été la dernière personne à l'avoir vue vivante et peut-être impliquée dans ce qui lui était arrivé. Malgré de longs interrogatoires, ni sa mère ni son beau-père n'avaient d'informations utiles. Les détectives se tournèrent alors vers les amis de Justice, ce qui les conduisit aux premières pistes importantes. Aucun d'entre eux ne connaissait un petit ami, mais ils révélèrent qu'en ce moment, Justice parlait d'un garçon qu'elle avait rencontré en ligne. Elle s'était liée avec lui sur les réseaux sociaux et il lui envoyait des messages régulièrement. Justice avait partagé certaines de leurs conversations avec ses amis, mais elle semblait mal à l'aise avec son attention excessive
et ne semblait pas intéressé par une relation amoureuse avec lui. Les policiers examinèrent les profils de Justice sur les réseaux sociaux, analysant les likes, les commentaires, les nouveaux abonnés et les messages. Ils trouvèrent un compte particulier qui lui envoyait des messages fréquemment au cours du mois précédent et qui était très actif sur sa page. Le compte appartenait à un garçon de 18 ans, au physique musclé, qui flattait Justice, lui faisait des compliments et lui demandait de se rencontrer en personne. Bien que le garçon prétendait vivre à proximité, les policiers ne purent en trouver personne dans la région entourant la maison de Justice qui ressemblait aux photos de son profil. Aucun des amis de Justice ne le reconnaissait non plus. Malgré ses multiples tentatives de la contacter, Justice n'avait jamais répondu à ses messages. Les policiers étaient désormais convaincus que ce compte en ligne représentait un élément clé pour résoudre l'affaire. Les détectives analysèrent en profondeur le compte social et les informations de ce jeune homme persistant. Ils parvinrent à retracer un numéro de téléphone lié au compte. À leur grande surprise, ce n'était pas un garçon de 18 ans derrière le compte. Il appartenait à Robert Kern, un homme d'âge moyen, le beau-père de Justice. Les enquêteurs n'en croyaient pas leurs yeux. Non seulement Robert avait éveillé leurs soupçons lors de son premier interrogatoire, mais maintenant toutes les preuves semblaient le désigner comme coupable. Ils revinrent donc le questionner, lui, l'homme qui avait paru si coopératif au départ. Cependant, cette fois, l'attitude de Robert avait totalement changé. Il refusa de communiquer davantage. Les policiers insistaient, car ils avaient désormais des preuves montrant que Robert avait menti lors de son témoignage initial. Toutes les pistes semblaient converger vers lui et il était désormais le principal suspect dans le meurtre de sa belle-fille, une adolescente. Malgré sa résistance, la police arrêta Robert Kern et entreprit une enquête complète sur son passé, cherchant à le relier à ce crime brutal. Bien sûr, les conversations sur les réseaux sociaux ne suffisaient pas à justifier une accusation de meurtre. À l'époque de l'enquête, Robert était presque devenu un membre de la famille, étant en couple avec Danielle, la mère de Justice, depuis l'automne précédent. Il passait souvent la nuit chez eux et était en contact régulier avec la famille. Il n'y avait aucun signe de comportement inapproprié ou de mauvais traitement de la part de Robert envers Justice. Du moins, Danielle n'en savait rien. Justice, elle, s'était tue et n'avait parlé à personne. Robert continua de nier toute implication, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais harcelé la jeune fille. Selon lui, ses messages sur les réseaux sociaux n'étaient que de blagues mal placées, et ses compliments persistants étaient des tentatives pour améliorer l'estime de soi de Justice. Il pensait qu'elle apprécierait l'attention d'un homme, mais cette explication semblait totalement absurde aux enquêteurs. Justice n'avait jamais répondu à ses messages, et elle l'avait même ignoré complètement. Elle trouvait son attention dérangeante et le qualifiait de fou lorsqu'elle en parlait à ses amis. Pour creuser davantage l'affaire, les détectives décidèrent d'interroger la meilleure amie de Justice, Rochelle. Rochelle expliqua qu'elle et Justice étaient devenus particulièrement proches ces derniers temps, passant beaucoup de temps ensemble, avec Justice séjournant souvent chez elle. Lors de l'une de ses visites, Robert vint chercher Justice. Il demanda à Rochelle si tout allait bien avec Justice et quand elle comptait rentrer chez elle. Cette visite sembla effrayer encore plus Justice. Par la suite, elle décida de ne pas rentrer chez elle cette nuit-là et resta chez Rochelle. Selon Rochelle, quelques mois avant le drame, son amie avait commencé à passer tellement de temps chez elle qu'il en devenait suspect. Il semblait qu'elle cherchait à éviter de passer des nuits chez elle. Ces derniers mois, Robert séjournait chez Danielle plus fréquemment que d'habitude. La présence de Robert aurait-elle poussé la victime à éviter de dormir chez elle ? Rochelle mentionna que Justice avait passé presque tout un mois chez elle juste avant sa mort. Elle ajouta que son amie était devenue plus nerveuse. Là où elle était autrefois calme, elle sursautait désormais au moindre contact soudain. Justice avait indirectement avoué qu'elle avait peur de son beau-père. La meilleure amie se souvint, lors de son témoignage, avoir vu Robert le jour de la disparition de Justice. Selon Rochelle, il avait l'air terrifiant. Son regard était si intense qu'elle en avait été véritablement effrayée. Après coup, elle ne put s'empêcher de penser qu'elle comprenait pourquoi Justice avait voulu passer tant de nuits chez elle. Cependant, Rochelle n'arrivait pas à identifier précisément ce qui chez Robert lui semblait suspect ou effrayant. Malgré cela, les enquêteurs comprirent qu'ils étaient sur la bonne voie. Ils décidèrent de creuser davantage dans les antécédents du principal suspect. Ils analysèrent ses conversations sur les réseaux sociaux et ses relevés téléphoniques. Ce qu'ils découvrirent les rendit véritablement mal à l'aise.
Il s'avéra que Robert avait un passé criminel long et inquiétant, comprenant 2 cambriolages au début des années 2000. L'examen de son historique de recherche au cours du mois précédent révéla des recherches inquiétantes sur des substances pouvant induire l'inconscience, dont le chloroforme. Il avait également tenté d'acheter ces substances, et il semblait avoir réussi. De plus, le suspect avait passé un long moment à étudier des cartes et des forêts alentours, semblant chercher l'endroit idéal pour cacher le corps, tout en cherchant des moyens d'effacer les traces. Il avait appris l'utilisation de l'eau de Javel, qui fut ensuite utilisée pour nettoyer le corps de la victime. Les détectives examinèrent la géolocalisation du téléphone du criminel le jour de la disparition de la jeune fille. Il s'avéra qu'il ne l'avait pas déposée à l'arrêt de bus ni à l'école, ni même laissée en ville pour rencontrer un jeune homme inconnu. Au contraire, Robert s'était délibérément dirigé vers la forêt où le corps de justice fut plus tard retrouvé. À cet endroit, son téléphone resta immobile pendant une longue période, environ 1 heure selon les autorités. Au départ, Robert affirmait qu'il se rendait au travail près de Volusia, mais il s'avéra que c'était un mensonge. Il avait emmené la fille de sa petite amie dans les bois, où il l'avait vraisemblablement agressée, violée, puis tuée, avant de tenter de dissimuler les preuves. Les nouvelles preuves permirent au procureur d'inculper le beau-père de justice pour son meurtre. Il fut placé en détention jusqu'au début du procès. Le mobile exact du crime demeure flou. Robert ne l'a jamais révélé, même à la fin du procès. L'accusation estimait qu'il s'agissait d'un meurtre avec l'intention de commettre un viol. Robert refusa de témoigner en sa propre défense pendant le procès, mais il n'admit jamais son crime. Malgré cela, l'accusation disposait de suffisamment de preuves pour l'inculper de meurtre. Au cours du procès, l'ampleur de son passé criminel fut dévoilée. Il avait été arrêté pour la première fois en mai 2019 dans l'État de New York, sous des accusations de fraude. Depuis lors, il était incarcéré à la prison du comté de Volusia, sans possibilité de libération sous caution. Il fut prouvé qu'en 1999, il avait commis son premier crime, un cambriolage pour lequel il purgea 18 mois de prison. 3 ans plus tard, il commit un autre cambriolage, purgeant cette fois 1 année supplémentaire derrière les barreaux. Toutes les déclarations du criminel s'avérèrent être des mensonges. Il avait affirmé avoir déposé justice près de l'école tôt le matin et insisté sur le fait qu'il travaillait comme menuisier. Ces 2 affirmations furent rapidement démystifiées. Une fois la supercherie exposée, Robert commença à inventer de nouvelles excuses. Mais tout cela n'était qu'un mensonge destiné à tromper les enquêteurs. Les détectives ont pu suivre exactement les déplacements de l'intrus et de sa victime. Ils ont recoupé toutes les périodes de temps et tout correspondait. Le téléphone portable et les correspondances de l'individu leur ont permis de conclure qu'il s'était préparé pour ce crime. L'accusation estimait que la jeune fille n'avait eu aucune chance de survie dès le départ. Robert avait l'intention de commettre un meurtre dès le début. Un fragment de végétation provenant de la zone où le corps a été retrouvé dans le véhicule de l'auteur du crime. Bien qu'il ait affirmé n'être jamais venu dans la région, il s'avéra qu'il y était déjà venu à 2 reprises. Après avoir commis un crime brutal, l'homme revint sur les lieux plus tard dans la journée. Son téléphone portable a émis un signal dans la zone pendant une courte période le 16e avril. C'est probablement à ce moment-là qu'il est arrivé et a aspergé le corps d'un produit chimique pour effacer ses traces. Et c'est à ce moment-là qu'il a été aperçu par un jogger qui a ensuite découvert le corps. Au moment du crime, l'accusé avait 43 ans. Le bureau du procureur a tenté de prouver que son agression avait une nature sexuelle. Il avait enlevé une adolescente dans le but de la violer et de la brutaliser. L'accusé nourrissait une obsession de longue date pour Justice, mais elle l'évitait de toutes les manières possibles et apparaissait rarement chez elle. Et Robert continua à chercher à profiter d'elle, et un jour, le moment parfait arriva. Il obtint ce qu'il voulait de manière vicieuse en ôtant la vie à Justice, une jeune fille de 16 ans. La mère de Justice, choquée par le meurtre de sa fille, témoigna contre lui. Elle affirma que Robert avait été celui qui l'avait empêché d'appeler la police immédiatement après la disparition de sa fille, en la convainquant qu'elle était simplement partie faire une soirée pyjama. Puis il lui demanda de mentir, en disant que Justice était partie à l'école seule. Au début, la mère ne comprenait pas pourquoi il lui demandait cela, pensant qu'il avait peur des conséquences et qu'il était simplement sous pression. Après délibération, le jury rendit son verdict en un peu plus d'une demi-heure. Selon eux, Robert Kern était coupable du meurtre au 1er degré de la jeune adolescente.
Il fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ainsi qu'à 5 années supplémentaires pour avoir tenté d'entraver l'enquête. Tout au long du procès, il n'avoua jamais sa culpabilité, ne montrant aucun remords pour ce qu'il avait fait. Malgré les preuves évidentes, l'accusé insista sur son innocence et accusa les autorités d'arbitraire.